on est parti. Allez, Bonjour Marion bonjour et merci Clémentine, d'être venue jusqu'à moi dans le 15e. avec plaisir. Est-ce que d'abord, tu peux commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites? Ouais, alors donc moi je suis Marion, je suis la fondatrice de Fairspace, c'est ça que je suis là. Moi pour donner un peu mon parcours, j'ai fait une école de commerce, un master en management et petite particularité, je me suis spécialisée en accompagnement au changement, spécialisée dans les espaces de travail. Premier job un peu spécifique. Et ensuite derrière, j'ai été chef de projet RH avec 2 casquettes hyper, complémentaires et intéressantes, les conditions de travail et les sujets RSE. Ce qui amène un peu à la compréhension de ce qu'on fait chez Fairspace. Bah, c'est ce que j'ai un peu retracé, tu vois, j'ai repris un peu tout ton parcours. Donc j'avais noté effectivement que tu avais fait une école de commerce, tu as fait un stage marquant chez BETC Ouais, tout à fait. autour de leur déménagement aux magasins Ouais, généraux. un super projet assez emblématique. Donc ça m'a donné un peu Mais envie dès le de début, en fait, dès le départ, en fait, exactement. tu t'es lancée C'était dans le par hasard que secteur. je suis tombée sur ce projet. Je voulais un stage en chef de projet. Mm. Et ce projet-là m'a vraiment donné envie d'aller plus en détail sur justement l'espace de travail parce que c'est hyper concret. C'est des problématiques de culture, de management. Donc vraiment des problématiques très spécifiques et qui touchent aussi aux politiques et aux enjeux stratégiques, mais de manière très concrète sur les espaces. En fait, forcément, ce qu'on décide de très haut va avoir un impact concret en mobilier sur place. Et Mm. donc c'est ce parallèle-là que j'aime bien, que je trouve hyper intéressant. Ouais, et après, donc, tu as poursuivi là-dedans parce que après tu as été consultant, donc, ce que tu disais, Ouais. en conduite du changement chez Kurt Salmon. Ouais, Je sais pas comment. oui, c'est ça, Oui, c'est exactement. ça. Ça n'existe plus en France, ça a été Ok, racheté par Solucom et c'est devenu Wavestone. d'accord. Ah, et c'est la même. Parce Ouais, qu'après, tu as été exactement. chez Wavestone, mais donc en fait, C'est la c'était même structure. migration. D'accord, ok. Et après, comme tu disais, tu as été chef de projet sur des sujets encore immobiliers et RSE pour le groupe BPCE. BPCE-IT, ouais, sur la partie infogérance. Ok. Et après, tu t'es occupé de la création de nouveaux espaces de travail, de la stratégie RSE pour l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Ouais, Et donc, exactement. à chaque fois, gestion immobilier. Et après, tu as rajouté la couche un peu RSE qui était peut-être pas là Ouais. au départ. Alors sur le premier, sur le poste chez BPCE-IT, ils voulaient avant tout des conditions de travail. Et je dis, bon, en fait, moi, c'est lié aussi au sujet RSE, donc j'ai fait 80% de conditions de travail, 20% de RSE. Oui. Et sur le poste à Landra, en théorie, c'était 80% RSE, 20% de partie conditions de travail. En réalité, il y avait un gros projet à venir, donc en fait, ça allait plutôt être 50-50 dans un premier temps. Mais finalement, je suis partie un peu plus tôt que prévu. Voilà. Ok. Et donc, tu es partie Pour créer pour Fairspace. créer Fairspace. Voilà, D'accord. exactement. Quel a été un peu le déclic qui t'a fait partir, justement? Est-ce qu'il y a... Ouais, alors pour le contexte, c'était en 2020, en pleine période de Covid. Moi, je venais juste de rejoindre Landra 2 mois plus tôt. Et j'avais remarqué au sein de Landra qu'on avait un espace de coworking interne à aménager. Mhm. Et je dis: «Bah, en fait, j'ai du temps pour aller chercher justement, on veut aller faire des choses beaucoup plus engagées encore. Peut-être qu'on peut aller chercher du mobilier reconditionné ou upcyclé». Donc j'avais trouvé tout un tas d'acteurs qui pouvaient le faire. Et en fait, on m'a dit stop, parce que enfin les acheteurs et les services généraux ont dit stop. En fait, avoir trop d'acteurs différents, ça pose un Mhm. problème parce que ça coûte de l'argent de, référencer un fournisseur, s'en occuper aussi d'un point de vue logistique, faire toutes les réceptions et cetera. C'est un peu trop Finalement pas. complexe. Exactement. Derrière. En fait, un fournisseur, si je me souviens bien, ils avaient sorti une stat, en moyenne aux achats, ça coûte 1 500 € de référencer un fournisseur dans toute la gestion. Ah ouais, oui, Hem, enfin, c'est les gros groupes, quoi. Enfin, moi, c'est vrai que exactement. j'ai pas du tout l'habitude de bosser dans un gros groupe, donc on oublie ce truc-là, mais... En fait, il y a tout un tas de processus qui est Mhm. extrêmement complexe et puis donc enfin Landra, c'est une agence semi-publique, c'est un EPIC. Et donc du coup, forcément, il y a des complexités, derrière administratives. Et donc quand on fait ça, on a un déclic, on fait: «En effet, je veux pas référencer quelqu'un qui va potentiellement coûter 1 600 € Mhm. de frais divers, de temps, pour 900 € d'aménagement, quoi». C'est, Oui, l'équilibre qui c'est est aberrant. Enfin, voilà. ça ne peut pas fonctionner, en effet. Exactement. Et c'est en fait, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit: «Mais en fait, on a des super solutions qui existent en reconditionné, en upcycling, donc dans toute l'économie circulaire». À côté de ça, il y a des entreprises qui ont la volonté de s'engager. Par contre, elles ont ni le temps. C'est un vrai sujet parce que moi, j'avais du temps à ce moment-là sur le poste, mais c'est rare d'avoir des acheteurs qui ont du temps. Et surtout, elles le peuvent pas parce que c'est trop diversifié. Souvent, on a des monoacteurs, des monogames de produits. Et donc, c'était un peu la genèse de Fairspace, de se dire qu'on va faciliter l'accès au mobilier, aux aménagements, de l'économie circulaire, en étant un seul acteur unique, classique comme tous les acteurs qu'ils pourraient rencontrer, mais facilitateur. Mhm. Voilà. Mais et toi, à ce moment-là, quand tu démarches, quand tu cherches du coup du mobilier de seconde main, Ouais.
tu copies enfin, comment est le marché à ce moment-là? Alors, bah, c'était il y a 5 ans, il y avait Adopte un bureau qui était le premier er historique, enfin 1er vraiment, visible en fait, qui était, le premier nom qu'on pouvait facilement trouver quand on faisait des recherches. Donc avec une super visibilité, une vraie démarche, un vrai engagement qui était hyper intéressant. Si on creuse un peu plus, on a aussi des acteurs, historiques des brokers, des déménageurs qui font un peu de revente de mobilier et qu'on pouvait assez facilement trouver, mais heu, peut-être un peu moins sexy aussi de prime abord, pour les clients. Parce que Hem, même au niveau local, je sais que nous, au Mans, je vois très bien, il y a un acteur qui ouais. fait ça depuis la nuit des temps. Mais bon, c'est comme tu dis, c'est pas sexy du tout, quoi. Exactement, et c'est souvent, c'est dans l'historique de, oui, j'ai envie d'aller me meubler pas cher et je m'en fous si c'est un peu dépareillé, je vais aller Mmh. chercher là-bas et puis je vais trouver tout un tas de choses comme ça. Il s'avère que, dans l'entreprise de mon père, ils avaient l'habitude de faire comme ça, mais bon, quand on rentre dans leur bureau, c'est vrai que ça va un peu dans tous les sens, certains fauteuils ont quand même pas mal d'âge parce qu'on pense pas forcément les changer, et puis quand on a un Mmh. besoin, on va vite fait chercher, et puis on revient et puis bon, bah, ça fait un petit patchwork. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais, et aujourd'hui, les gens veulent quand même du beau. T'as envie enfin, il faut redonner aux gens envie de l'envie d'aller revenir. au travail, Ouais. enfin, d'aller sur place, Et sur puis en site. fait, c'est important, enfin on s'en rend compte de plus en plus, et c'est vrai post-Covid, on s'est rendu compte de plus important. Quand on est dans des bonnes conditions et l'espace de travail va avoir un impact, on est aussi, content de venir travailler, c'est sûr, ça fait revenir, mais on est aussi beaucoup plus efficace d'un point de vue performance. Pas juste d'avoir son bureau, mais aussi d'avoir des espaces annexes pour déconnecter, pour, échanger, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à la pause café. C'est clair. Et on le voit quand les gens sont trop en télétravail et qu'ils ont pas des réflexes d'échange informel, il y a des choses qui sont plus dites et qui sont un peu perdues. Et donc les espaces de travail ont aussi ce rôle-là, de De redonner un peu reconnecter. de reconnecter, de redonner du lien, aux espaces. Voilà. Mmh. Et dans tous tes quand tu étais consultante, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans tes expériences, Ouais, et c'est quelque chose que nous on essaye de ne pas reproduire d'ailleurs au sein de Fairspace, c'est, la différence entre l'équité et l'égalité, dans certains projets où, on a décidé quelque chose, au sein d'une direction, et donc on va le déployer, sans forcément l'appliquer et l'adapter aux besoins des utilisateurs, finaux, ouais, enfin, finaux, et des qui autres peuvent être un peu, employés? voilà, Mmh. on pas forcément les mêmes besoins, entre une équipe commerciale et une équipe finance. Et donc typiquement, par exemple, sur un projet, on a déployé des espèces de petites alcôves, des canapés qu'on a mis au centre des espaces de travail, qui sont très jolis sur les plans, ça permettait d'exploiter un espace. Il y a une équipe qui les a utilisés, C'est un sinon cauchemar, on quoi. a acheté une dizaine qui ne servaient à rien, on savait très bien Mmh. que ça servait à rien, mais il y avait un principe, l'égalité, que tout le monde ait la même dotation. Mais ça rendait aussi fou les utilisateurs de voir cette espèce de chose qui prenait de la place, qui ne servait à rien, à Mmh. part à un peu de l'acoustique légère. Et En ce fait, tu peux même pas avoir une réunion confidentielle au Non, milieu de gens qui travaillent, et pour les gens qui travaillent, c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui est en réunion juste à côté de exactement. toi, quoi. Les rares fois où j'ai vu ces produits bien fonctionner en plein centre des équipes, c'est quand justement ils étaient en manque de salle de réunion. Et donc ça servait. Enfin, c'est-à-dire Il y avait que tellement pas de place qu'il fallait qu'ils exactement, et aient c'était plutôt, sous un format pas forcément réunion, mais collaboratif, travail, échange, vraiment on mmh. fait un point, on y va là et on repart. Mmh. Mais c'est pas évident comme mobilier, il faut vraiment bien cerner l'usage avant de les mettre en place quand on les met en plein milieu. Oui, C'est ouais, voilà, c'est un open space, quoi. Ça oui, c'est pas exactement. forcément hem mais en fait, ça paraît aberrant quand tu discutes là, enfin, pour moi, tu prends un consultant, pour, t'aider à aménager tes Ouais. bureaux. Je sais pas, c'est aussi le rôle de la direction de se dire, et vous aussi de les pousser à leur retranchement en leur disant: «Bah, est-ce que vos employés sont d'accord avec ça?» Comment ça s'organise? Ouais, alors ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui veulent pas forcément demander l'avis des Mmh. utilisateurs. Parce que quand avec Fairspace, on peut faire appel à nous sur cette partie, justement usage, aller un peu plus en amont, aller chercher un peu quels sont les besoins, et c'est utile parce que peut-être que la décision de la direction, c'est de dire, bah, par exemple, on passe en flex office. OK, c'est un fait, c'est pas un problème. C'est expliqué pour des raisons de coût, pour des raisons de, pas assez des bureaux qui sont, trop grands par rapport aux besoins ou qui sont pas du tout adaptés. En fait, c'est hyper intéressant d'avoir une ligne directrice, et après derrière, on va quand même aller chercher les besoins d'utilisateurs en disant: Mmh. «Bon, bah, on passe en flex office, ça c'est acté. Maintenant, comment on fait pour que c'est un flex office qui vous corresponde avec toutes les contraintes qu'on a déjà?» Et Mmh. c'est là que c'est effectivement intéressant et pertinent. Ça veut pas dire je prends un exemple souvent, c'est pas parce que, les utilisateurs vont demander une piscine à balles, parce qu'ils estiment que ça va faciliter leur créativité, Mmh. qu'on va effectivement mettre une piscine à balles. Faut pas, Bien sûr. mais par contre, peut-être qu'on va aller creuser en disant: «OK, ils ont besoin d'un truc qui est un peu différent, ils ont besoin de créativité». On va aller chercher le pourquoi, et peut-être qu'en fait, ils vont obtenir une sale créativité, donc ils vont vraiment avoir besoin et qui va Mmh. vraiment être pertinente, quoi. Mmh. Voilà. Ouais, OK.
Et si on revient un peu du coup sur les débuts de Fairspace, déjà comment t'as rencontré Florian? À Ouais. quel moment? C'était dès le départ? Alors non, et c'est assez drôle. En fait, on a fusionné nos projets. Euh, moi, j'avais déjà créé Fairspace, le site internet, et je venais de passer l'étape de, j'ai plutôt un beau portefeuille de partenaires sur la partie immobilier. T'avais déjà le nom? J'avais déjà le nom. Ok. Et en fait, l'idée, c'était de dire, bon, ok, maintenant que j'ai référencé suffisamment de partenaires, je vais pouvoir commencer la phase de commercialisation et aller chercher des clients. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur mon formulaire de contact. Donc, Florian m'a envoyé un petit mail, message très flou, intriguant. Je dis, bon, ok, on s'appelle. Et on se rend compte qu'on a à peu près le même projet, alors avec des variantes dessus. On dit, mais en fait, c'est un peu bête de se lancer quasiment en même temps avec un projet un peu similaire. Hmm. Donc on échange, on se dit bon bah peut-être que, enfin, sur un malentendu, peut-être que si Si ça ça fonctionne, match, si ça match en termes de vision du projet, de fonctionnement aussi au quotidien, et ça peut puis être enfin ouais, voilà de exactement. personnalité tout simplement. Ouais. Donc on a répondu à un questionnaire d'une quarantaine de questions chacun de notre côté pour les comparer et s'assurer qu'on avait la même vision des choses. Ah, ça, c'est venu de votre initiative? Ouais, c'est venu de l'initiative de Florian, c'est une Ah, super c'est une idée. brillante idée, Ouais, carrément. c'est vraiment canon. Et en fait, on avait, sauf une question, enfin, sauf une réponse et ça permettait de se l'expliquer, on avait vraiment répondu à quasiment identique. La vision de l'entreprise que l'on souhaitait était la même. Incroyable, Incroyable, trop bien. Et en incroyable. fait, sans vraiment interdit de regarder les réponses de l'autre pour pas Mm, s'influencer quand bien on sûr. répond. Donc on se dit, bah, ok, on peut. Donc sur le papier, ça peut marcher. Donc lui, il avait pas encore monté sa structure parce qu'il était en, il était en train de négocier une rupture enfin une rupture conventionnelle. Mais il avait déjà un jour Dédié au qui était dédié projet. au projet. Et donc du coup, on a décidé de travailler pendant quelques mois, une journée sur le projet ensemble, pour voir si au quotidien ça matchait. Voilà. Et Pas mal, franchement, enfin, meilleure technique pour trouver son associé avec qui bah ça peut incroyable. marcher. Enfin, je sais que ça n'arrive pas à beaucoup de monde de les trouver sur la route. Tu vois, c'est un peu Et puis en plus, et ça marche. il y a Ouais, moyen que c'est ça clair. fonctionne, quoi. Donc du coup, non, on ne connaissait pas avant. C'est vraiment une fusion de projets, quoi. On a gardé Mm. mon nom, mais c'est vraiment dans l'idée de fusionner les projets et de se nourrir l'un de l'autre, quoi. Et comment est-ce que vous avez réparti vos tâches au début? Euh, Ou, bah, et puis aujourd'hui aussi? ouais, alors en effet, au début, on a donc c'est rigolo parce que Florian, il vient plutôt du monde de l'ingé, et moi, je viens plutôt du commerce. Et pour le coup, moi, j'étais plutôt en charge des sujets projets à l'origine, parce que je touchais justement sur les sujets d'espace de travail. J'avais déjà, enfin, je touchais au plan, je maîtrisais les logiciels dans l'essentiel des grandes lignes. Et Florian adorait la partie commerciale et développement, donc en fait ça avait du sens. Et auparavant, il était directeur des opérations d'une startup, donc il a gardé aussi cette casquette. Donc il Hmm. arrivait en amont, moi j'étais au milieu, et il revenait à la fin sur les premiers projets quand on était que tous les deux, ouais, sur les premiers mois, quoi. Ouais. Et ça a duré combien de temps la phase où vous êtes tous les deux? En réalité, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré que quelques mois, et officiellement, réellement que 2 mois, où on était associés et à 100% tous les deux. Parce que du coup, on a décidé assez rapidement de prendre deux alternants. On a profité de la rentrée pour prendre deux alternants. Donc un alternant en communication pour nous aider là-dessus, et puis un alternant côté prospection pour Ok. aussi nous aider à développer le sujet. Un des alternants qui est d'ailleurs toujours chez nous, donc c'est assez rigolo. Et c'est qui? Pierre. D'accord. Voilà. Ouais, que j'ai pas connu. Non. Et comment, bah alors, peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Ouais, c'est qu'est-ce faire qu'on fait? Space concrètement? Ouais, donc nous, si on résume en une seule phrase, on est l'aménageur spécialiste de l'économie circulaire, Mhm. vraiment de façon assez basique. En réalité, on va pouvoir arriver parfois, comme je disais tout à l'heure, très très en amont sur les projets, sur la partie usage, donc aider nos clients et nos utilisateurs à réfléchir à leurs besoins. On a par exemple déployé un questionnaire qu'on envoie à tous les utilisateurs. Et qui permet en 5 thématiques de savoir qu'est-ce qui va bien, le score du bureau, est-ce que c'est l'ergonomie qui va bien, est-ce que c'est la convivialité, et pour savoir quels sont les irritants et quels sont au contraire, les atouts du projet pour ne pas y toucher si jamais Mhm. on doit déménager ou réménager, de pas toucher au sujet qui fonctionne bien, ce qui est aussi important. Mhm. On fait des ateliers aussi de co-création parfois. Donc ça, c'est la première brique qu'on va appeler usage, et ensuite, ben, le cœur quand même du réacteur, c'est toute la partie design d'espace. Donc on va dessiner les plans d'aménagement, préconiser les travaux éventuels, et puis sourcer le mobilier, qui en fait aussi peut être aussi une brique en soi de vraiment juste du sourcing de mobilier. Mhm. Où là, on va aller chercher du mobilier issu du réemploi, dans un premier temps,
upcyclé, ou éco-responsable. L'objectif, c'est de mettre 60 à 65% de réemploi sur nos projets, OK. de compléter avec de l'upcycling, et de finaliser avec de l'éco-responsable quand on a des contraintes spécifiques. Et il y a quand même des belles fabrications, des belles industries françaises qui sont très engagées, qu'on veut quand même aussi pouvoir promouvoir. Mmh. Je vais pas citer, mais il y a aussi l'éco-conception, mais qui est une minorité, c'est un cheval entre l'upcycling et l'éco-responsabilité. OK. Mmh. Et si on reprend un peu le détail de chaque étape, combien de temps, enfin si on tu un client qui a besoin de l'intégralité de ces Ouais, phases-là, parce que j'imagine que tu peux aussi dire: «Moi je veux que le sourcing de mobilier», exactement. enfin Ouais, tu peux t'arrêter plus ou moins à la phase c'est ça. dont tu as besoin. Sur la phase conseil par exemple, combien de temps ça prend? Enfin tu vois Ouais. concrètement comment ça Alors, si on parle de la brique usage, en fait, il faut, ça dépend du temps, mais on a forcément, par exemple, quand on fait le questionnaire, on a forcément 3 semaines minimum de temps de réponse, OK. qui sont, qu'on a du mal à condenser, sinon on perd en nombre de répondants avec les vacances, des choses comme ça. On peut mettre que 1 mois. Si après, si on rajoute des ateliers, on est plutôt 1 mois et demi. OK. Et sur les phases de conception, design d'espace, le minimum, c'est 1 mois, en comptant une réunion toutes les semaines. Et donc, en fait, on a des projets qu'on réalise en 4 semaines, tout est commandé à la fin, et après, le temps que ça livre, selon si c'est que du mobilier reconditionné ou s'il y a un peu de Mmh. neuf. Parfois, on arrive à livrer, si le client a fait appel à nous au temps 1, on peut livrer 8 semaines plus tard, quoi. C'est déjà OK. arrivé. Donc, OK. ça, c'est assez chouette. C'est de l'avantage de l'emploi, c'est que, ben, Il c'est y a pas disponible à de l'instant délai de T, quoi. fabrication quoi. Voilà, il Ouais. y a parfois un délai de reconditionnement, mais qui est de Mmh. moins en moins long, parce que du coup, il y a de plus en plus d'avance de sujets, donc du coup, voilà. Mmh. Sur des projets un peu plus longs, on peut être sur du 2 à 3 mois. Mmh. Et on fait aussi du suivi de chantier avec des partenaires qui vont plutôt être sur la partie travaux. Et donc là, bah, on va suivre vraiment jusqu'au Oui, bout, parce que quoi. si tu as une entreprise qui effectivement qui veut réhabiliter, Ouais. et refaire les travaux, là, c'est vous faites appel à des prestats Ouais, on fait appel extérieurs? à des prestats extérieurs qui sont des contractants généraux ou des maîtres d'œuvre. OK. Pour qu'il y ait un vrai suivi côté travaux, qualitatif sur la partie travaux, mais Mmh. avec des partenaires qui, nous comprennent sur la partie économie circulaire, qu'on pousse aussi. C'est aussi l'intérêt, c'est de les Mmh. pousser à aller un peu plus dans l'engagement sur ces sujets-là. Parfois le client a déjà un partenaire travaux et on va juste préconiser les matériaux et essayer de le convaincre de partir sur des Mmh. matériaux encore plus durables qu'ils pourraient l'être. Et dans les travaux, jusqu'où, par exemple, tu peux aller, dans l'éco-responsabilité? Ouais. Est-ce que tu peux, tu vois, moi, je vais te poser la question, donc ça aurait été très compliqué, c'était trop tard, mais j'en sais rien, des cloisons, par Mmh. exemple, Alors actuellement, les cloisons, le plus facile, c'est quand elles sont déjà existantes sur le site. OK. Donc De tu en les prends une et tu la redécales, Exactement, ça c'est hyper simple, c'est pas encore énormément fait et c'est dommage, mais c'est hyper simple et c'est des économies qui sont, hyper intéressantes pour le mmh. client. Il y a aussi de l'économie derrière. Ça demande aussi par contre côté conception un effort, on pourra en parler avec Paul, qui a fait pas mal de projets avec de la cloison. OK, je compte le nombre de linéaires que j'ai, je regarde comment pouvoir les placer, donc Ouais c'est un peu et plus ça effort. rajoute de la complexité, Ouais. pour le designer, quoi. Exactement, Mmh. complètement pour optimiser au maximum les cloisons. Mais ça, c'est possible. Il y a je sais qu'actuellement, il y a des solutions qui sont en train de déployer pour justement aller plus loin dans réutiliser plus de cloisons. Parce qu'en fait, la difficulté des cloisons, c'est les hauteurs. C'est pas les mêmes hauteurs entre les bâtiments et donc parfois ça complexifie un peu les choses. Mais c'est possible. En réalité, c'est faisable. Euh, Est-ce que ça prend pas plus de temps et ça les enquiquine un peu oui, ouais. la même chose que l'économie circulaire, ça peut prendre potentiellement. Mmh. C'est un peu plus complexe. C'est pas forcément beaucoup plus complexe, mais c'est un prisme qu'il faut changer. Mais par exemple sur la cloison, déjà sur site, c'est peut-être un peu plus long en termes de conception, mais en réalité par contre, il y a pas de commande à passer et elles sont déjà là. C'est Mmh aussi un mh. atout, Ouais. derrière. Il y a Mmh. pas de mise en déchetterie puisque du coup, on les récupère, enfin, donc il y a d'autres atouts parfois qui sont sous-estimés, derrière. Mais sinon sur du réemploi, donc sur un projet précédent, on a, donc réemployé de la faïence. Il faut savoir que, alors c'est pas de la faïence in situ, c'est-à-dire qu'elle était pas posée. C'est quand même très compliqué de Ouais. déposer correctement de la faïence, sauf de la vieille faïence. Mais il y en a encore beaucoup de faïences qui sont, jetées par rapport à des erreurs de commande. Une entreprise de travaux a un stock de faïence, il n'arrive pas à l'utiliser sur un projet, ben, il finit par, au mieux, il l'emmène chez Emmaüs, Mmh. mais c'est une perte sèche pour lui en réalité. Et donc parfois sur un projet, on a réussi à employer une erreur de commande d'un de ses clients, OK. sur l'ensemble du projet. Et donc ça a évité, une perte assez conséquente en termes de faïence, sachant que la faïence, ça demande aussi, énormément d'énergie pour la fabriquer. Parce qu'il faut chauffer, enfin c'est dans Mmh. des grandes usines qui chauffent, donc c'est important. Voilà. Mmh. Que donner comme exemple? Pour le bâtiment? Bah, moquette, c'est très facile.
Ouais, si tu l'as pas mis avec de la colle immonde. Voilà. Mais et voilà, mais en plus, il y a des spécialistes du reconditionnement de moquettes, donc c'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'il y a une Ouais, dépose ok. de moquette et on peut reprendre de la moquette reconditionnée, si déjà on n'en a pas, in situ. Hem, la peinture, on peut prendre alors pas alors si, on peut prendre la peinture recyclée. Ok. Il y a une entreprise qui s'appelle Circouleur qui a lancé ça, qui est hyper intéressante, mais qui a pas énormément de gamme de couleurs, mais par exemple, quand on veut peindre des murs blancs, Hmm. bon, prenons-en Oui, quoi. autant, ouais, C'est c'est clair. Et puis il y a quand même, même sans forcément aller jusqu'à au circulaire, en peinture, c'est quand même des peintures qui sont responsables, ouais, qui sont moins heu toxiques il y aussi. a des teintes et il y a plusieurs gammes et en effet, on a aussi des peintures qui sont 100 biosourcées à base d'algues, par exemple, Hmm. qui sont assez chouettes et qu'on peut avoir toutes les teintes comme dans tous les cas, ça a peu d'impact. Les versions pro sont quand même tout aussi quali, Hmm. alors en version particulier, il y a quand même une petite différence, mais version pro, ils sont vraiment assez quali, donc on peut y aller, sans problème, quoi. Et c'est plus cher? Pas forcément, ça dépend de la qua en fait, c'est par rapport à la qualité. Ok. Donc si on veut l'entrée de gamme, forcément, c'est difficile d'avoir d'entrée de gamme en économie circulaire, Hmm. Oui, oui, hem, évidemment, à ouais. ce stade, mais c'est pas toujours le cas. Ouais, Voilà. ok. On a déjà vu de la faïence à vraiment pas cher parce que, bah, c'est de l'entrée de gamme en termes de coloris, on n'a pas énormément de choix. Mais pour Hmm. des sanitaires, ça peut le faire. Oui, c'est très bien. Ouais. Ouais. Ok. Euh, Si, quel type d'espace est-ce que vous aménagez? Donc il y a les Mmh. bureaux, mais Ouais, il le y a bureau au quoi? sens large. Et pour ça que je pense que c'est le plus simple pour le comprendre, c'est-à-dire vraiment l'immeuble de bureau où on a au rez-de-chaussée le hall d'accueil, on va avoir le restaurant d'entreprise ou la Mhm. cafétéria, les bureaux, les salles de réunion, et puis au dernier étage un petit rooftop avec un toit terrasse. Tout ça on aménage, Ok. ce qui nous permet parfois d'aménager. On a déjà aménagé la salle d'un restaurant. Hmm. Euh, on a déjà aussi aménagé une boutique. Des Euh, cantines, des Exactement. écoles? Ouais, alors école pas encore. Alors quoique si, on va faire un CFA prochainement. Donc du coup, grâce à toi d'ailleurs. Mais pas forcément d'école primaire ou autre. À ce stade, c'est un point qui est un peu plus particulier. Parce Euh, qu'il y a il y a des normes très complexes, c'est ça, Ouais, pour les enfants? exactement. Et donc c'est du mobilier très spécifique en fait il y a des spécialistes, il y a des acteurs qui sont un peu spécialisés là-dedans, même sur le reconditionnement de Hmm. Ah d'accord, ok. de Ouais. de ce type de produit. Donc on pourrait aller les chercher, mais c'est un marché qui pour l'instant est bon, on a C'est pas déjà forcément. Vous avez suffisamment à faire avec. oui. Ouais. En Voilà. fait, si tous les bureaux se mettaient au circulaire, Exactement, ça serait je- déjà non. ça serait déjà énorme. Mais voilà, on fait aussi enfin beaucoup d'extérieur. Paradoxalement, notre premier projet, Ok, c'était un ça. rooftop. D'accord. Donc on peut réaliser l'ensemble Donc d'un immeuble. resto, donc restaurant, Ouais, bureau majoritairement. ouais. Hôtel un peu? Hôtel, on n'en a pas fait jusqu'à présent. On pourrait en réalité. On n'a pas de problème, on a le sourcing pour le faire. Hmm. On peut même aller sur la literie, enfin, des choses qu'on peut faire. Mais on n'y a pas été jusqu'à présent. Mais on est très chaud de faire des hôtels. Ouais, oui, oui, ça peut être des projets sympas, effectivement. Ouais. Comment est-ce que vous vous approvisionnez, pardon, en mobilier? Ouais. Alors nous, en fait, en termes de positionnement, c'est assez simple. On est un agrégateur dans l'écosystème. Donc on va rien stocker, rien reconditionner. C'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller chercher la bonne solution, le bon produit pour le bon client. Et donc Mhm. les bons produits. Si je reviens à ce que je disais sur ma première expérience, on avait besoin d'aller chercher en gros 15 fournisseurs pour un seul mini espace. Et ben en fait c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'on va Ok. aller chercher sur des projets, les clients n'ont pas forcément rendu compte, mais parfois on a 15, 20, 25 fournisseurs différents sur un seul et même projet. On est déjà monté à 60 sur un projet. L'idée c'est d'assurer que tout matche bien ensemble. Et c'est ça notre rôle en fait. Et que tout soit livré au même moment, en une seule fois, ça, c'est l'objectif. Et pour que du coup, enfin le client il ait l'impression que ça soit un package uni, Hmm. alors qu'en réalité il y a énormément d'interlocuteurs derrière. Ce qui nous permet d'aller valoriser des entreprises qui vont, comme je disais, qui sont monoproduits, qui vont juste fabriquer des superbes chaises en bois français et autres, ou Beaucoup la et chaise française, par exemple. exactement, par exemple, avec des tables de bistrot qui sont fabriquées en upcycling. Enfin voilà, ça va matcher Hmm. ensemble, mais il faut qu'on s'assure que ça le fasse. Et séparément, ils auraient beaucoup plus de mal à rentrer sur ce projet, quoi. Hmm. Mais ça nécessite, j'imagine, d'avoir une relation avec chaque fournisseur hyper intime, presque. Enfin, Ouais, c'est un vrai sujet en effet la hmm. relation fournisseur chez nous et je la porte avec Marine et ben c'est transparence, nos fournisseurs font partie de nos bénéficiaires dans nos statuts.
OK. On est, une structure de l'économie sociale et solidaire et de nos statuts, les bénéficiaires, c'est aussi nos fournisseurs, nos partenaires, parce que l'idée, c'est aussi de les aider dans notre ambition à aller chercher des marchés. Donc ça nécessite en effet de bien connaître leurs produits, et on est plus d'une centaine de fournisseurs. Donc c'est toujours parfois un peu frustrant de choisir l'un par rapport à l'autre, mais voilà, Mmh, c'est ça par c'est rapport que au ça client. tourne un peu et Exactement, et puis en fait, la réalité, c'est que ça soit vraiment le besoin du client. Donc il arrive que parfois on commande pas chez l'un, ça fait 3 mois qu'on a envie de commander chez lui, on fait: «Oui, mais on n'a pas de projet ça colle qui pas va pour le matcher». moment, ouais. Exactement. Et puis d'un coup, ça se décante et on commande une quantité folle, de ces produits. Mais ouais, ça nécessite vraiment d'avoir une relation un peu poussée, un peu privilégiée. Et donc ça nous amène aussi à co-développer des produits avec eux. Donc OK. on les a aidés à certains au tout début à développer des produits, à les améliorer. Et là, on va prochainement, mais j'en dis pas plus, on va prochainement vraiment officiellement co-développer un produit avec un de nos fournisseurs. Ah ouais, Voilà, carrément. Bah, écoute, on a hâte, on suivra ça de près. tout à fait. Et quelle est la part, ah si tu as dit tout à l'heure de reconditionner vs Ouais. upcycler. Bah, notre objectif, c'est 65 dans le OK, projet. chez nous, vous avez fait plus que ça, hein? Ouais, Je crois ouais, qu'on ouais, était 4. ouais, Ouais. on est bien monté sur ce Mmh projet. mh. Oui, parce Voilà, qu'on, la cabane avait été, meublée par Space. ouais, exactement, et on avait fait un très beau chiffre. Mais on a parfois des projets, notamment sur de l'agencé où c'est souvent du 100% upcycling, on peut pas faire de réemploi sur de l'agencé. Mmh. L'année dernière, on était tout compris upcycling et réemploi, on était à 75%. On n'avait pas atteint à la fin d'année les 60% puisqu'en fait, on a vendu beaucoup en fin d'année de sur mesure, et le sur mesure ne peut pas être en réemploi, ça ne c'est par Ouais. définition, c'est pas possible. Mmh. Mais on a beaucoup de projets, on dépasse 60% maintenant. Autant on avait des projets où il y a 4 ans qui étaient en 100% éco-responsables parce que les gens ne voulaient pas forcément de Mmh. réemploi. C'est plus le cas maintenant. Mmh. Voilà, on va falloir passer au moins quelques pièces. Et justement, comment est-ce que c'est reçu, la seconde main aujourd'hui dans Mmh. le mobilier? En fait, il y en a plus tout à fait les mêmes freins qu'il y a 5 ans, alors que c'était pas il y a pas si longtemps. Moi, je me souviens de premiers clients qui disaient: «Ah mais non, très bien éco-responsable, mais je veux pas de réemploi». Même si on expliquait que c'était, enfin comme neuf, on ne voyait pas la différence. Il y avait un côté un peu crainte. Désormais, c'est plutôt de dire, les craintes sont différentes. C'est: «Est-ce que ça peut être dépareillé? Est-ce que vous savez faire pour 200 postes?» Vraiment, c'est cette question, bah oui, on sait faire. Il Mmh. y a parfois, s'il y a des contraintes, on vous expliquera comment le gérer. Donc sa première crainte-là sur la partie vraiment, Les gens veulent quand même quelque chose de plus uniforme bah, possible, en fait, c'est leur première crainte, mais en vérité, quand on creuse dans les faits, ils se disent: «Bah non, mais en fait, j'ai pas forcément besoin que ce soit mmh. uniforme». Enfin, Oui, c'est j'ai 2 bureaux à l'opposé, ils vont pas voilà, je vais pas le voir. et 200 postes, en réalité, on peut le faire en identique, mais si vraiment, à l'instant T, on a des contraintes de prix, de choses comme ça, en fait, et qu'on a, un open space de 50, et 2 autres de 30, enfin, je dis des bêtises, en fait, on peut facilement, repenser un peu, sans que ce soit complètement, complexe pour l'exploitation non plus. Il faut quand même qu'on ait des références qui soient un peu similaires, pour que ça soit facile à gérer au quotidien. Si on met 10 références différentes de fauteuils ergonomiques, bon, à réparer, à changer, enfin, pour l'exploitation qui vont gérer derrière, le facility manager qui va gérer, c'est un C'est peu une la galère. contrainte, ouais. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une homogénéité, sur certains sujets. Mmh. Mais par exemple, sur les salles de réunion, c'est plutôt un atout d'avoir des chaises qui sont un peu différentes, pour que s'il faut en changer une, ben, parfois, c'est plus facile à gérer. Mmh. Tu pas obligé de remettre exactement retrouver Exactement. l'identique et là, c'est moins rigolo, Voilà, ouais. donc c'est parfois pratique d'avoir des salles de réunion qui soient pas tout à fait identiques. Donc il y a ce genre de choses qui est souvent remonté. Et là, Hem tu vois un changement? Ouais, il y a quand même une demande assez forte, il y a une demande sur la qualité, en réalité. C'est-à-dire que, OK, on est OK pour le remploi, mais c'est quoi votre qualité? Parce que certains ont déjà, eu des échos d'expérience ou des expériences sur le remploi en mode, «Bah non, c'est pas quali». Mmh. Hem Et donc c'est plutôt dire: «Bah OK, très bien, vous le faites, mais comment est-ce que je sais que c'est en bon état?» Mmh. Et on a des exigences différentes selon les clients. Il y a des clients qui veulent vraiment ça fasse vraiment littéralement comme neuf. D'autres, certains sont prêts à accepter, quelques rayures de vie sur le produit. Mmh. Et en fonction de ça, on va un peu arbitrer. Nous, on estime parfois qu'il y a certains produits, même s'il y a une légère rayure, bah, ça peut convenir, et en fait, c'est dommage de devoir replaquer Ouais. un plateau Surtout parfois. que parfois, tu vas le garder 1 mois et puis, en fait, la rayure, elle va si Elle tu va neuf, arriver. elle va arriver donc Voilà, il y a du psychologique, parfois c'est plus agréable quand c'est pas toi qui as fait la première rayure sur mmh. ta super nouvelle table de salon, que tu viens d'acheter qui t'a coûté un bras. Bah, voilà, c'est un peu le même esprit, Je comprends. il peut y avoir un léger petit poc, mais au moins c'est pas soi-même là qui l'ont fait, donc Mmh c'est un mh. peu cet enjeu, quoi. Et il y a des grands, enjeux que tu as constatés dans le bureau, sur les 5 dernières années, sur peut-être même d'un point de vue usage? Ouais.
Ouais, il y a un vrai enjeu, une demande, mais en même temps qui est pas toujours très claire, c'est une demande de modularité, d'hybridation des espaces. Donc ça, c'est un mot qui revient beaucoup. Mmh. Après, qui s'applique pas de la même manière chez tout le monde. Et c'est vrai que c'est très important d'aller sonder vraiment, ok, vous voulez de la hybride, vous voulez du module, du flexible. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et vraiment, Mmh. il faut vraiment creuser ce genre de sujet parce que Parce que ça peut vouloir dire quoi? bah, en fait, beaucoup de choses et Mmh. rien à la fois parfois. Mais typiquement, si on veut je prends un exemple très concret, si on veut une salle de réunion et qu'on la veut super modulable et en même temps qu'on la veut hyper connectée, ben, c'est C'est pas pas forcément possible, compatible. ouais. Parce que, quand on la veut hyper connectée, bah, clairement, on va prévoir, peut-être des blocs prises entre chaque, élément et donc elle va toutes les tables vont être interreliées et en même temps, du coup, si on la veut hyper mobile, il faut que les tables puissent se défaire hyper facilement. Donc ça va créer un sur le papier, au départ, ça va être très bien Mmh. et à l'usage, en fait, plus rien ne va fonctionner, il y aura des prises, Des des bouts de câbles, lancement, des voilà. branchements. Donc ça, c'est un enfer. Mmh. Et donc on pose vraiment les questions de: «OK, est-ce que vous voulez que ça soit modulable tous les jours? Tous les mois? Une fois par an?» Et Mmh. ça va vraiment ou si besoin dans 5 ans quand on fait évoluer l'équipe. Et en fait, ça a pas la même modularité qu'on va Mmh. réfléchir. Donc ça, c'est un point qui est un peu important et je trouve qui est clé à l'heure actuelle parce que c'est normal et en effet les bureaux évoluent et de plus en plus vite. Donc c'est normal d'avoir, envie d'anticiper ça. Par contre, il faut essayer de trouver l'équilibre sur, quels sont les besoins réels, quoi. Mmh. Parce que, par exemple, des roulettes, bah, c'est très bien, c'est très pratique au quotidien. Par contre, c'est comme un poil moins stable en bureau, si on veut y rester, tout le temps, quoi. Ouais. Ça bouge un peu quand même quand on passe la gomme. Ça la table Ouais, tu bouge. peux adapter si tu pour des postes fixes, de tous les jours. Si tu es C'est en réunion, c'est moins gênant, ouais, mais si tu dois effectivement faire des choses précises, là, ça peut pas bah, marcher. ça peut être un peu plus frustrant parce que si, le bureau bouge un peu, ça bouge aussi potentiellement le bureau qui est en face. Enfin, c'est tout bête, mais c'est Mmh. la fonctionnalité qui peut avoir un impact derrière, au Au quotidien dont on se rend quotidien. pas compte, mais qui peut avoir un peu d'impact. Et aujourd'hui, quelles sont vos demandes par rapport au open space, pas open space, bureau fermé? Alors, on a de moins en moins de bureaux fermés, ça c'est Ah un ouais, c'est fait. vrai? Ouais. OK. Plus en plus d'espaces ouverts, bah, notamment il y a quand même un souhait d'économie de mètres carrés à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui veulent soit réduire leurs espaces et donc réduire un peu leurs mètres carrés, soit garder le même nombre de mètres carrés mais en augmentant les usages possibles. C'est-à-dire qu'ils étaient surtout dans des espaces, des petits espaces de travail et en fait ils ont pas d'espace convivialité, ils ont pas assez de salles de réunion. Comme il y a de plus en plus de télétravail aussi, bah, en fait les réunions se font de plus en plus en visio. Donc il faut quand même avoir ces espaces-là qui le permettent. Mmh. Hem et donc ça crée des différences un peu comme ça. On a de moins en moins besoin de très grandes salles de réunion, plutôt de plus petites salles de réunion. Hem et des espaces plus ouverts, mais qui, permettent quand même, moi c'est un fait que je trouve assez que je vois de plus en plus souvent dans les bureaux individuels, c'est que le bureau individuel du manager de l'équipe est de moins en moins attribué officiellement. Mmh. C'est-à-dire que c'est un bureau qui parfois est attribué au manager, parfois n'est pas attribué au manager et qui est plutôt un bureau qui sert de isolé quand on a un besoin précis, qui est Mmh. vraiment ouvert à tous. Parce qu'en réalité, le bureau du manager, bah, le manager est parfois aussi en télétravail, parfois absent, parfois en déplacement. Donc en fait, il peut être utilisé, par d'autres, Mmh. quoi. Ah, tu vois, je pensais que l'open space était vachement critiqué aujourd'hui. Et... Ouais, alors il est critiqué en effet, mais il y a peu de retours en arrière là-dessus. D'accord. Hem, pour des principes de coût, je pense. Mm. Et il y a aussi quand on a des personnes qui sont en bureau, un peu isolées, avec le télétravail, on l'a eu sur une problématique récente de personnes qui remontaient: «Bah ouais, en fait, parfois, moi, je me sens toute seule dans mon couloir. Je suis la seule au bout du couloir et vraiment j'ai l'impression que, Ah ouais. bah, il se passe rien. Si je fais un malaise, personne ne le sait» et il y a un peu ce côté-là qui peut être aussi un peu oppressant, Mm. à l'inverse de dire, ben, en fait, si, plus il y a de télétravail, plus aussi on peut se sentir un peu seul parce qu'on n'a pas son voisin à côté dans son bureau et donc le fait de créer des espaces un peu plus ouverts peuvent permettre de se retrouver un peu. Mm. Oui, et puis finalement, le télétravail permet aux gens aussi de s'isoler. Oui, Et donc, quand ils ont envie de se mettre une journée focus sur un sujet, eh ben, ils vont pas au bureau c'est ça. et C'est de plus en plus vrai. Après, ça dépend aussi on a des personnes qui en télétravail ne sont pas forcément très mm. confortables, donc il faut quand même Oui. permettre d'avoir des bureaux où on peut aller s'isoler si besoin, quoi. Enfin, c'est comme l'idée. À Paris, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de s'isoler vraiment, Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est bien important de le et rappeler. et même ailleurs en France, il est possible que parfois on ait des enfants qui soient, Mm. bah, qui par exemple sont gardés, dans la maison et pas en crèche et donc là, par exemple, c'est C'est pas pas possible, possible. quoi. Ouais. Voilà. Donc, il faut penser à tout le monde. Exactement, c'est l'idée, c'est le principe d'essayer d'équilibrer que chacun y trouve son compte, sans qu'on surpersonnalise chacun des espaces. C'est un peu Mm.
Par exemple, l'usage des phone box, tout Ouais, ça, ça... ça fonctionne énormément. L'avantage, c'est qu'on peut la déplacer et donc si on veut changer un peu les adapter en fonction des besoins, c'est hyper pratique. C'est quand même beaucoup moins coûteux quand on le voit, sur les cloisons, choses comme ça. C'est pas adapté pour remplacer un bureau individuel parce qu'on n'y Mmh. reste pas, plus de 2 heures dans une box, hein, le temps conseillé, c'est 1 heure. Après ça C'est pas non plus ultra confortable, mais c'est pas fait pour, voilà, non, oui. ça remplace pas un bureau parce qu'en fait, c'est pas ventilé comme il faut, c'est pas la même luminosité, Mmh. c'est pas le même confort d'un point de vue, fauteuil également. Mais c'est aussi assumer de se dire: «C'est pour un besoin» et ça permet de Journée aussi, ouais, que la personne ne c'est le but, c'est pas que la personne reste ouais, toute la journée puisque d'autres peuvent en exactement. avoir besoin. Et il Ouais. y a quelque chose aussi qui est parfois pas dit, mais qui est hyper important, c'est, la notion de sédentarité. En fait, le fait de faire bouger un peu les gens dans leurs espaces, c'est pas que, pour les embêter, parfois ça permet aussi, qu'ils bougent un peu plus dans leurs espaces et qu'ils soient un peu moins, stationnaires sur leur poste. Mmh. Ça a un impact, donc là je prends plutôt une casquette RH, sur la partie ergonomie et les troubles musculo-squelettiques. En fait, la personne, si elle bouge un peu plus, elle fait un peu plus d'efforts, elle fait quelques pas pour aller à la fontaine à eau. Parfois, il y a une vraie volonté de d'éloigner un tout petit peu, enfin trouver le bon équilibre entre la localisation de la fontaine à eau, pour que quelqu'un se motive à aller se déplacer, parce que si elle est Mmh. trop loin, les gens se lèvent pas. Et en même temps pas trop proche pour qu'elle fasse quelques pas. Pareil, quand on passe les imprimantes, on enlève les imprimantes individuelles, on met des imprimantes collectives, ça fait, mine de rien, moins d'imprimantes, Oui, enfin moins d'impression. aujourd'hui, on en a moins besoin en plus. On a moins besoin et surtout quand elle est pas à côté, on imprime moins parce qu'on a un peu plus la flemme d'y aller. Mmh. Voilà. Donc ça fait des économies. Ça vraiment, il y a des études qui ont montré que ça Ah faisait des d'accord, économies, OK. c'est incroyable. Et en même temps, bah, du coup, ça force les gens aussi à se lever, pour faire les petits pas qui sont nécessaires dans sa journée, quoi. Et est-ce que aussi le fait d'avoir des endroits différents pour travailler, ça t'aide pas aussi à te concentrer? Enfin, moi, j'aime bien changer d'endroit pour Ouais. bosser, tu vois? Bah, en fait, l'idée, c'est de faciliter, enfin, de permettre à ce que tous puissent s'y retrouver. Mmh. Donc faut trouver un équilibre, de pas faire parfois trop Oui, du de canapé. exactement et pas trop de trucs trop différents parce que sinon les gens sont perdus, donc ils vont toujours au même endroit. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver, mais de permettre tous et en pensant aussi aux personnes en situation de handicap, donc de, par exemple, ne pas proposer que des bulles hautes, parce Mmh. qu'en fait, on n'est pas forcément et même il y a pas que des personnes en situation de handicap, mais on n'est pas toujours très confort sur des chaises hautes, un profil un peu rugbyman ne sera pas toujours très confortable sur une petite chaise Ouais. haute, un peu étroite. Donc il y a ça, et il y a aussi, par exemple, ne pas mettre que des box de réunion, de 1 ou 2 places, exclusivement parce qu'en réalité, c'est pas accessible PMR. Mmh, mmh mh. Ça n'a pas d'intérêt parce que c'est tellement petit que dans tous les cas, ça a pas intérêt que ce soit accessible PMR, mais du coup, ça veut dire qu'il faut quand même Il faut avoir qu'il y ait une solution alternative de exactement, réunion. dans tous les cas, Mmh mh. accessible. Ouais et en effet, par exemple, on a des gens qui vont être plus à l'aise sur un canapé, d'autres plus à l'aise sur une table haute, d'autres plus à l'aise sur des chaises un peu standards. Et parfois on et moi je suis dans ce cas-là, parfois j'ai envie plutôt d'aller me poser dans certains types, pas Mmh. forcément de m'enfermer quand je veux aller me concentrer, mais me mettre sur le canapé, pour, avoir l'impression d'être un peu plus En détente en ou en détente ou enfin en mon cerveau va penser différemment. stimulée différemment, ouais, Voilà, OK. exactement, donc c'est intéressant. Et ta vision du télétravail, de ce que tu constates, toi qui es au contact des entreprises sur ces sujets-là, Ouais. qu'est-ce que tu constates par rapport à ça? Alors il y a un peu de teams. Il y a celles qui retournent en arrière. Donc là, il y en Heu, a quand même? il y en a quand même. Bah, il y a la Mmh. Société Générale, il y a 2 semaines qui a annoncé qu'ils retournaient en arrière, donc on va suivre de près, mais Parce qu'eux, ils avaient décidé quoi? Ils avaient un alors il me semble qu'ils avaient, 3 jours de télétravail, autorisés. Ils sont repassés à, si je dis pas de bêtises, 1 jour de télétravail. OK. En tout cas, il y a un retour, vraiment assez Mmh. sec, de télétravail et la crainte, j'ai lu ça rapidement sur un article, la crainte des syndicats, c'était de dire: «Mais en fait, maintenant, les locaux permettent plus d'accueillir, tout le monde, tout le temps. C'est Mmh plus mh, possible. mmh. Les aménagements sont pas prévus pour». Hem, donc il y a cet enjeu-là, donc il y en a quelques-uns qui retournent en arrière. Hem, je connais pas leur motivation, précise derrière, et après, il y en a d'autres qui vont plutôt se dire: «OK, on veut maintenir du télétravail, on peut aller éventuellement un peu plus loin», mais dire: «Mais comment est-ce qu'on équilibre pour que ça fonctionne bien?» Parce qu'il y a quand même une problématique de se dire, faut pas que tout le monde soit en télétravail au même moment. Sinon quand tout le monde est là, on n'a plus forcément la place. Mmh. Donc faut essayer de bien équilibrer, entre les équipes, entre les managers pour que, le périmètre de l'un n'empiète pas sur le périmètre de l'autre. Mmh. Et Oui je et en même temps, le but, c'est aussi que les gens se voient, donc exactement. C'est un équilibre, trouver le bon rythme, ouais. qui est pas forcément évident à trouver. Je sais que même nous, à 15 chez Fairspace, on a le droit, tout le monde prend, globalement un jour de télétravail par semaine.
Et le deuxième est possible, par contre, on demande à ce qu'il bouge forcément, Mmh. pour que les gens puissent se croiser. Mmh. Parce que ça a quand même un impact de pas Bah se oui, voir sinon pendant le 2 semaines. manager voyait jamais son C'est ça. équipe, c'est quand même C'est un peu problématique, dommage quoi. de et donc voilà, c'est un point qui est important, même si on le voit à travers la visio, il y a quand même des choses qui ne sont pas dites. Mmh. Et je crois beaucoup dans les modèles de celles qui sont 100% en remote, mais elles mettent en place d'autres moments. Enfin, c'est-à-dire qu'elles mettent en place souvent une semaine qui est dans un endroit bien précis ou une journée vraiment ensemble où vraiment ils se créent des temps d'échange. Mmh. Euh, Ce qui est pas le cas quand on est en hybride, où il faut réussir à quand même créer le temps d'échange quand il le faut, quoi, et que les gens puissent se croiser. Ouais. Donc c'est un enjeu un peu fort. Si on vient justement sur l'organisation de l'équipe, Ouais, aujourd'hui, donc vous êtes 15, tu viens ouais. de le dire. Quelle a été un peu la progression de l'entreprise par rapport à ça? Comment ça s'est structuré, tu vois, dans les grandes étapes? Jour 1, donc toi, Florian, Ouais, très rapidement des alternants, ouais. et puis après? Et après, donc on a pris, bah, il fallait quand même à un moment donné avoir un designer d'espace. Donc on s'est dit quand même, donc Parce que on, toi, tu savais bidouiller des plans, mais voilà, j'ai fait les premiers plans, j'ai fait les premiers projets, mais on était sur des projets qui étaient plutôt orientés placement de mobilier dans l'espace plutôt qu'un projet d'aménagement. On avait la volonté d'aller vers plutôt du design pur et on va vers plutôt un design build quand on accompagne au niveau des travaux. Mais au départ, on vendait plutôt du mobilier avec le placement. Un peu du space planning. Ça, c'était la V1 qui était faisable avec moi. Et puis on avait une freelance en archi quand on avait des besoins un peu particuliers. Donc on était comme ça au tout début. Et ensuite, donc bah, le premier poste qu'on a embauché, c'était donc Paul en designer d'espace, en CDD. Puis derrière, on l'a embauché en CDI. Et assez rapidement derrière, on a embauché donc Alizé en commercial. Ça devenait aussi quand même clé, c'est-à-dire que il y avait le pendant de chaque côté qui était assez nécessaire. Et puis donc on est passé 2 à 4 et ensuite on a sur la salle d'après, on a embauché aussi des personnes. On a rapidement pris un stagiaire, enfin une stagiaire d'ailleurs, sur la partie développement pour nous aider un peu au quotidien avec Florian sur tous les sujets qu'il peut y avoir quand on monte une boîte. Et donc elle pouvait intervenir sur plusieurs sujets un peu divers et variés, se mettre sur des sujets de prix, se mettre sur des sujets de développement qu'on va aller chercher. Euh, sympa ça pour elle, hein. Ouais, hyper C'est intéressant. canon, C'est ouais. les 3 personnes qui sont allées sur ce poste, je sais qu'ils se sont bien épanouis. Mmh. C'était assez chouette et assez stimulant, je trouve, Bah ouais, comme puis poste. ça permet de voir tout un panel de métiers possibles aussi pour. Exactement, et tu t'ennuies jamais sur ce genre de poste. Voilà, et après on a embauché, si je me trompe pas, j'espère que j'oublie personne sur la frise. Donc on a embauché notre responsable communication et marketing. Mhm. Ça, c'était un poste qui était assez clé dans les objectifs derrière, te dire, bon, en fait, il faut aussi qu'on réussisse à avoir atteindre une notoriété, à se faire connaître, parce que c'est chouette de faire des belles choses, mais maintenant, il faut aussi le faire savoir Mhm. pour derrière qu'on attire des personnes sur nos projets. Et puis également, donc une autre personne en design d'espace, donc on est passé à 6, et des alternants, notamment une alternance sur la partie opération. Qui est quand même aussi un sacré morceau. Ouais, exactement. C'était Florent qui continuait de le piloter à l'époque. Et là, ça a été de dire, bon, en fait, on a quand même besoin de quelqu'un, alors qu'il était pas en temps plein, mais qui était déjà un peu plus au quotidien sur les Mhm. sujets, qui permettait à Florian de continuer un peu plus sur les sujets de développement. Voilà. Et donc après, on continue au fil de l'eau, recruter chef de projet, commercial. Donc là, actuellement, il y a toujours 2 personnes au côté commercial, avec une alternante qui nous rejoint à la rentrée pour muscler un peu tout ça sur la partie, à la fois prospection, mais la partie, marketing également. Et puis voilà, donc maintenant l'équipe projet, si je me trompe pas, si je dis à la rentrée, donc on a, donc Alix nous a rejoint en direction de projet. Je suis un peu sortie, du pilotage des projets parce que là, il y a mes limites qui ont été atteintes. Mhm. Donc moi, je suis plutôt en électron libre au sein de l'équipe projet, je fais pas mal de sujets, mais c'est Alix qui pilote l'activité. Et donc avec 3 chefs de projet, dont Ok. Marine qui est vraiment plutôt dédiée au sourcing, tous les projets qui sont vraiment avec du mobilier pur, et elle va aussi travailler sur les ambiances, sur la DA. Et puis on aura deux alternantes, donc on a une qu'on conserve et puis on prolonge avec une deuxième, pour vraiment avoir une équipe qui est au complet, quoi. Ouais, ça commence Voilà. à faire une belle Ouais, équipe, ouais, 15 clairement. personnes. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est moi qui paye les salaires à la fin des mois. Et je dis, ah ouais, quand même, c'est chouette. Ouais, carrément. C'est Petite la pression. valeur Mais redistribuée voilà, aux c'est assez chouette, salariés. quoi. Ouais. Ouais.
Et vous projetez de continuer à recruter, à lever des fonds ou à rester sur un rythme comme ça? Bah, en fait, l'idée, c'est de pouvoir continuer à accélérer, à déployer. Donc on va sans doute, lever des fonds, enfin, choisir un format qui nous permette d'aller un peu plus loin, Mmh. enfin, de passer une étape un peu supérieure. Et puis, Rose, par contre, l'idée, c'est pas de prendre 10 personnes d'un coup. Ça, c'est pas notre volonté. C'est plutôt croître au fil de l'eau. Typiquement, par exemple, entre le commercial et la partie projet, quand on recrute un commercial, on a assez rapidement besoin d'un chef de projet. Quand on a besoin d'un chef de projet, on a assez enfin, c'est des choses qui sont assez Mmh. liées. Et si Euh, tu augmentes ton nombre de clients, ton nombre de Exactement. projets. Et puis, si on augmente le nombre de potentiels de projets, il faut augmenter le nombre de clients. Donc, c'est forcément ces deux postes qui sont, enfin, deux équipes qui sont très liées ensemble. Mmh. Donc, du coup, voilà. OK. Et quels sont vos canaux d'acquisition principaux aujourd'hui? Ouais. Alors on a, en termes de canaux, bah, maintenant on a toujours un peu de prospection, ça c'est vrai que ça marche toujours. On a aussi, du référencement, qui fonctionne. En fait, on a un blog qu'on continue d'alimenter. C'est la première chose que moi j'avais fait historiquement, c'est de faire un blog, pour montrer, enfin, pour un peu insuffler, ce que c'était l'économie circulaire et on continue d'agrémenter ce blog et C'est ça per bien, c'est dur d'être régulier, enfin si t'as pas quelqu'un dédié plus ou ouais, moins, avec des objectifs précis. exactement, et puis c'est pas toujours évident de trouver l'inspiration parce qu'à force, enfin voilà, c'est Tu peux prendre le risque de tourner en voilà, rond. donc ça c'est pas toujours la même personne qui est en charge de ce sujet-là, mais ça m'aide vraiment de nourrir aussi, Alimenter. le référencement et nourrir Google aussi, forcément ça a un impact, mais aussi de nourrir les personnes qui peuvent aller voir sur notre site. Et puis on Puis valorise même aussi. en interne aussi, je pense que c'est intéressant aussi Ouais, d'aller creuser des sujets. clairement. Et puis parfois on les partage, à nos clients quand ils ont une problématique particulière, notamment moi en phase d'usage, je leur dis: «Bah, en fait, vous avez une problématique acoustique, peut-être pas trop comment la gérer. Déjà, lisez un petit peu nos articles, ça peut vous aider aussi à vous projeter, à savoir de quoi vous avez besoin, ça vous inspirera. Il y a un super article aussi sur, enfin, il y a 2 articles qui fonctionnent assez régulièrement bien. Il y en a un sur la chronotopie et l'autre sur les couleurs, l'importance des couleurs qui est souvent C'est quoi sous-estimée la dans le bureau. chronotopie? La chronotopie, c'est, ouais, il est hyper bien référencé parce qu'il y a peu de gens à l'avoir écrit dessus. C'est en gros, l'importance du temps et du lieu. Mhm. Et en gros, un espace peut avoir une multitude d'usages en fonction du temps sur lequel il est. Donc typiquement, un espace peut être un espace de bureau la semaine, un espace de sport le soir, Mhm. et le week-end, un espace pour les étudiants pour travailler. Enfin, c'est ça. Ok. L'idée, et c'est une définition qui sert aussi au niveau d'un quartier, de comment est-ce que tu repenses un peu ton quartier pour pas qu'il soit utilisé uniquement. Que ce soit pas juste un quartier d'affaires, par exemple. Comment est-ce que tu fais qu'ils Mhm. vivent aussi au quotidien et comment tu mutualises aussi les espaces. Ok. C'est un peu cette idée-là. Et mutualiser les usages. Et c'est une dimension qui est très complexe à appliquer au bureau, mais qui finalement peut aussi d'être très simple de se dire que, bah, en fait, ta salle convivialité qui sert au quotidien le midi et au café peut aussi avoir des usages l'après-midi si tu aménages correctement, si tu mets des prises, si tu crées des petits points un peu cocooning. Il y a des gens qui peuvent naturellement se dire qu'ils vont aller faire un point ici et elle va avoir un usage un peu plus poussé. Et ça peut aussi être un autre usage, avec par exemple les bureaux du cœur où en fait tes bureaux, ils vont aussi être utiles la nuit, où quelqu'un va dormir dans tes bureaux parce que tu as des toilettes, une douche et un lieu où ils peuvent dormir. Donc Mhm. ça rentre aussi dans cette partie-là. D'accord, ok. Ça s'appelle Petit donc la aparté. Chronotopie. chronotopie. Ok, Voilà. je connaissais pas. Sur les couleurs aussi, si c'est l'importance des Ouais, couleurs aussi, ouais, ça c'est dit hyper, hyper bien. ça marche bien. Parfois, ça me dit, en fait, quand ils ont lu l'article, déjà, ils sont un peu plus OK parfois pour mettre un peu de couleur dans les espaces, parce qu'on a quand même encore des clients qui disent: «Ah mais moi je veux tout blanc». Alors, On n'est pas dans un hôpital non plus, hein. voilà, et non, justement, blanc, c'est pas forcément le mieux. Il peut y avoir un impact. Alors, je dis pas qu'il faut mettre du orange dans les bureaux, en Mhm. tout cas pas dans les espaces vraiment de travail, mais ça permet un peu de se projeter et de réfléchir à quels sont les impacts les plus intéressants, quoi. Mhm. Voilà. Ok. Et du coup, canaux d'acquisition. Oui, Voilà, canaux j'ai pas du tout d'acquisition. répondu à la question. Hem Donc on avait dit donc le blog quand même qui faisait pas de Ouais, référencement. le blog, C'était ça référencement, la voilà. base On a du. des gens qui viennent naturellement, voilà. On participe à des salons, ça nous amène aussi quelques prospects derrière. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants. Après, c'est beaucoup de travail, les salons. Et puis, ben, du réseau aussi. On a de plus en plus maintenant, c'est chouette, d'avoir des clients ou Des recos. des recos. Et ça, c'est de super victoires, ou même des clients qui recommandent chez nous. Mhm. Ça, Ah ouais. c'est le meilleur. C'est la meilleure source de victoire en disant, en fait, on a bien aménagé une première fois.
ils veulent réaménager avec nous. C'est-à-dire que même 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, ils sont contents de ce qu'on a fait Mmh. et donc ça, c'est chouette. Voilà. Ouais. Est-ce que t'as une très mauvaise expérience avec un client? Oui, oui, j'ai une très mauvaise expérience avec un client. On ne le citera pas, On ne mais le citera pas. Oui, un manager, toxique, et donc toxique par rapport, à ce qu'il nous faisait vivre, hein. Il nous a jamais mis vraiment confiance, donc pas très agréable. Vraiment, quand tu sens que tu es sur la sellette, tout le long Mmh. du projet, c'est pas une relation de confiance qui est très agréable. Et c'est pas ce qu'on cherche quand on, enfin, notre vision des choses. Et d'ailleurs, c'est pas notre relation avec nos fournisseurs, donc on n'aime pas trop non plus quand nos Oui, parce que clients. forcément, ça se répercute sur Le vos... risque, c'est ça. Et donc nous, enfin, en plus, c'était moi qui étais en front, et en fait de dire, mais en fait, je vais rester en front parce qu'en fait, on n'a pas envie que les gens subissent ça non plus. Et en fait, on sentait aussi que, à force d'être présent, on sentait que c'était pas un super manager non plus pour le de reste tes équipes, des ouais. équipes. Et c'est genre de quoi on est content que le projet se termine, Mmh. et on va pas forcément recommander clairement le client, quoi. Mmh. Voilà. Et t'as réussi, toi, personnellement, à mettre la distance qu'il fallait, tout ça? C'était difficile au début, vraiment. Moi, j'ai réussi à la mettre après. C'est-à-dire que j'ai compris ce qui était compliqué. Mais par contre, enfin, ce qui est ça qui est chouette avec notre binôme d'associés, c'est que Florian était aussi présent au moment où il voyait qu'il y avait des sujets qui étaient complexes et il y remontait aussi en disant, mais en fait non. Et donc ça, c'est aussi très pratique. Enfin, il y a quand même de l'entraide chez nous au sein de First Place, mais aussi parce que avec Florian, on s'entraide dans les sujets un peu difficiles. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est important de pouvoir échanger, te Ouais. soutenir. Et dire, mais en fait, est-ce que C'est c'est moi moi? qui suis folle. Ouais, c'est ça. Et d'avoir un regard extérieur en disant, non, non, on Ouais, va là, mettre les points, il y c'est a dépassé. Et puis, comment est-ce qu'on peut lui répondre et tout exactement, ça? T'as tout en besoin restant pro d'empathie aussi. com, c'est Bah, bien l'enjeu. sûr. Il faut pas Même rentrer dans si on ce a jeu. très envie parfois de... De Mais leur non, hurler il dessus, faut oui. rester... Parce qu'en fait, on n'est pas comme eux, donc il y a aussi cet enjeu. Ouais, bien sûr, de pas se mettre au même niveau, parce que ça peut Exactement. arriver vite. Ouais, c'est Voilà. écoute, on va tranquillement arriver à la fin. Est-ce que... Alors, si on se projette un peu dans le futur, Ouais. c'est pour toi, ce serait quoi le bureau idéal dans 5 ans, 10 ans? Hmm. Bonne question. Bah, pour moi, il y en a pas qu'un. Mmh. C'est vraiment clair. Pour avoir vu énormément d'entreprises très différentes, enfin, ces derniers mois, ces dernières années, vraiment des tailles de structures très différentes. Clairement, on peut pas reproduire à l'identique un projet. C'est vraiment pas possible. Donc ça, c'est un point clé. Donc pour moi, un bureau idéal, c'est un bureau qui est adapté aux utilisateurs cibles. Ça, c'est certain. Euh, à quoi ça va ressembler? Je pense que ça va quand même enfin, de plus en plus ressembler à un espace qui est fonctionnel. On a des entreprises qui sont peut-être parfois sur certaines aller fortement sur le OK, on fait comme tout c'était à la maison. Il Mmh. y a des points hyper intéressants, mais il y a certaines entreprises qui ont peut-être oublié un peu aussi le côté bah, en fait on a quand même besoin de travailler et de fonctionner. Donc c'est un équilibre entre les deux Mmh. qui va pour moi être le plus ressemblant. Forcément de la modularité, mais à plusieurs échelles, comme je le disais, ça dépend de ce qu'on a besoin. On n'a pas forcément besoin de démonter tous les jours toutes les cloisons. Peut-être que certaines Mmh. entreprises ont besoin de modifier les cloisons tous les 6 mois et dans ces cas-là, ce sera adapté à elles. Mais on a encore beaucoup de structures qui changent que tous les 10 ans de modèle, quoi. Donc Mmh. elles peuvent se permettre de prévoir un peu plus long terme. Et puis Voilà. peut-être l'éco-responsabilité qui va continuer à toucher de plus en plus de monde. Ah bah, pour moi, alors, j'ai pas dit, mais dans 5 ans, mais ça me semble tellement évident que le réemploi sera la norme, l'économie circulaire sera la norme. Ça, pour moi, c'est évident. Mais Ouais. Non, mais on progresse. C'est vrai que j'ai reçu Manon de Chaises au carré. ouais. Et c'est marrant parce qu'elle pareil, tu vois, ils ont 6 ans. Mhm. Et elle me disait, mais il y a 5 ans, on n'était pas du tout accueillis de la même manière. Et on Ouais. voit qu'il y a vraiment eu un gap qui s'est passé là en quelques années. Donc on peut imaginer que ça va Ouais, continuer dans ce et sens-là. en fait, ça vient pas forcément des décideurs, ça vient aussi des utilisateurs. Il y a il y a une étude qui est sortie d'Actineo, donc qui est un observateur globalement sur les espaces de travail qui est assez bien suivi tous les 2 ans, si je me souviens bien. Et cette année, la première fois, il y a une question. Déjà que la question soit posée, c'est déjà extraordinaire. Sur est-ce que vous préfériez, elle était bizarrement posée, mais est-ce que vous préfériez avoir du mobilier neuf ou avoir du mobilier de seconde vie? Euh, alors il y avait une question, c'était mais avec des défauts ou un peu abîmé ou je sais plus comment il est sorti, ou alors disparate. Donc Mhm. déjà c'était un peu bizarre de poser ces questions parce qu'on peut avoir du mobilier reconditionné qui ne sont pas dans ces catégories. Et on a, si je me souviens bien, 60% des gens qui préféraient avoir du mobilier de seconde vie.
OK. Et donc c'est un chiffre qui vont dire, bah, en fait, c'est une vraie demande des salariés, que les entreprises s'engagent. Et pour le coup, le mobilier, c'est facile de s'engager. Il y a des entreprises qui vont avoir du mal à changer leur business model, ça va prendre du temps. Mmh. Mais autant, le sujet de tout ce qui est ordinateur reconditionné, PC reconditionné et mobilier reconditionné, pour le coup, c'est assez simple parce qu'en fait, il y a déjà des acteurs qui travaillent comme d'habitude, qui ont quasiment les mêmes Mmh. références, Oui, je ce que tu veux dire. les Oui, m ça change en fait, ça change pas la manière de travailler des non, gens. Enfin, ils vont faire appel à toi comme ils feraient appel à du neuf, donc exactement, finalement, pour les mêmes budgets, pour, la même mmh. qualité. Et c'est juste qu'en fait, le mobilier sera pas effectivement neuf, mais on s'en rendra même pas compte. Mmh. Donc ça n'a aucun impact pour l'acheteur, en fait. C'est ça la différence. Et c'est ça qu'on cherche à montrer, c'est dire, en fait, vous n'allez pas faire d'efforts supplémentaires à part à changer d'acteur. Et c'est ça l'enjeu. Donc dans 5 ans, tout le monde sera passé sur des acteurs, ou alors tous les acteurs seront passés sur un modèle effectivement Mmh. circulaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de greenwashing encore à l'heure actuelle. Mais l'important, c'est de pouvoir cerner qu'est-ce qui est différenciant. Voilà. Mmh. Et en plus, enfin, petit aparté, mais je trouve que même le fait aussi que les gens, n'ont plus leur poste de travail Mhm. attitré, bah, en fait, ils vont utiliser celui du voisin qui était déjà Ouais, là, donc mine de rien, c'est peut-être encore un peu différent de la maison oui. où, tu Ouais, ça peut avoir un impact. On a les structures qui sont typiquement très bureau individuel, etc. Le seul lien qu'ils ont d'attachement, ça va être le fauteuil, parce qu'en effet, on peut avoir, quand on change jamais de bureau, mmh, c'est important de garder son propre fauteuil parce qu'il a ses propres réglages. mmh, Quand on passe en et FlexOffice, ça on va plutôt aller chercher des fauteuils qui vont avoir une simplicité de réglage pour que mmh, n'importe qui, en puisse 30 secondes, s'installer, puisse ouais, s'installer correctement. et ça Donc on est sur des réglages plus simples, mais qui conviendront un peu plus de monde. mmh. Voilà. Est-ce que tu as un, je sais pas, un mantra, un message à faire passer, ou un conseil, que Mmh. tu voudrais donner à quelqu'un, soit qui veut monter son entreprise ou qui cherche à refaire des bureaux, voilà, quelque chose que tu as envie de faire passer? Alors pour la personne qui veut, changer ses bureaux, bon déjà même si c'est pas ce qu'il veut, c'est pas grave, on peut les aider, ça c'est pas un souci. Mais par contre il a pas le choix, il faut qu'il fasse du reconditionné, de l'économie circulaire. Et surtout c'est pas vraiment un mantra, mais ce qui est canon avec l'économie circulaire, c'est que ça raconte des histoires. Et Mmh. ça, moi ça me fascine de raconter des histoires, et c'est peut-être pour ça que je suis aussi animée, après 5 ans, toujours à vendre du mobilier. C'est vraiment qu'on raconte des histoires à travers du mobilier, et c'est hyper chouette dans un espace de pouvoir raconter des Mmh. histoires et qu'on partage auprès des utilisateurs. Enfin, il y a parfois des paillettes qui s'alluminent dans les utilisateurs quand on leur raconte qu'ils boivent un café justement sur une table en drèche de bière ou en coquillage. Enfin, et c'est juste ah Mmh. ouais, c'est super cool, ça touche et autres. Et du coup, ça aussi les amène à ce qu'ils prennent plus soin du mobilier. Enfin, indirectement, Mmh. ils vont s'approprier un peu plus facilement le mobilier. Donc ça, c'est peut-être pour la partie, achat immobilier, besoin. Vraiment, n'hésitez pas, et vous avez aussi sans doute des pépites dans vos espaces qu'on peut aussi réutiliser. Et pour les entrepreneurs qui voudraient se lancer, ne pas hésiter. Et si je peux donner un conseil par rapport à ce qu'on a dit au départ, l'un des meilleurs conseils qui a été donné à Florian, c'était d'aller interroger son écosystème et aussi potentiellement ses concurrents. Si on lui avait pas dit ça, on se serait jamais rencontrés. Mmh. Et en fait, c'est hyper pertinent, même si on n'avait pas, s'était pas rencontrés, d'échanger avec les autres, pour aussi essayer de pas se positionner forcément identique. On peut tous fonctionner ensemble. J'ai cité Adopt un bureau au tout début. Avec Adopt, même si sur le papier on pouvait avoir l'air au tout départ d'être concurrents, en réalité on travaille énormément ensemble. Mmh. Euh, et ça c'est assez chouette de pouvoir justement créer des forces. Mais c'est parce qu'on était positionnés même sur le même secteur, on est positionnés différemment, et donc on se complète hyper bien. Mmh. Oui, et puis en plus, il y a aussi un marché tel et vous avez aussi des convictions qui Ouais. vont. En fait, vos concurrents, ça devrait même plus être les gens de ce secteur-là, ça devrait être ceux qui font du neuf made in China. Exactement. Ouais. En fait, il y a un terme qui s'appelle compétiteur, dire qu'on est concurrent mais qu'on s'entraide. Et Mmh. c'est le cas en réalité même sur tous les acteurs du reconditionné. Je sais que tu as accueilli Ridesk, Jules, ouais. Jules de Ridesk. Même lui, il travaille aussi énormément avec ce qu'il a en direct des concurrents, mais en réalité, il s'entraide au quotidien. Mmh. Et ça, c'est une super force sur les secteurs. Donc sur n'importe quel secteur, je pense que c'est un point important, c'est d'aller interroger, d'aller discuter, et ça permet aussi de mieux se connaître, pas forcément se positionner à l'identique.
parce que ça a pas de sens, de copier à l'identique. Ouais, que Enfin, vous faire exactement la même chose. Non, non, voilà, vous avez chacun vos forces, exactement. là où vous êtes plus ou moins bon. Il y a des choses, il y a des trous dans la raquette aussi, Ouais, peut-être des choses que vous faites même pas ouais et d'autres vont faire. et parfois ça peut permettre de fusionner, ça c'est, la bonne nouvelle, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, Et ben merci Marion. avec plaisir.